Bon. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vous présente Arnaud, moi c'est Aurélien. On est tous les deux VP Engineering chez Dataiku. Et Arnaud, tu vas nous expliquer peut-être de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre comment marche l'IA générative, un peu comment marche ChatGPT, ce qu'on appelle RAG, RAG, et les algorithmes de diffusion. Donc déjà pour commencer, je pense que tout le monde dans la salle a déjà entendu parler de ChatGPT. La question c'est qui sait ce que veut dire G, P et T. Levez la main. Bon, il y en a quelques-uns. Voilà, ouais, 3%. Donc ça veut dire Generative Pre-trained Transformers. Et donc on va voir une des buts de la présentation, c'est de voir un peu tout ça. Ok, alors on va parler. LLM, Large Language Model. Donc, du coup, on va parler de ces larges langages modèles et tout le monde connaît bien sûr ChatGPT. Mais pourquoi on n'en parle que maintenant, Arnaud? Eh Pourquoi que bien, en 2023? que en 2023, parce que en fait, finalement, Rome n'a pas été faite en un jour. Donc, on en parle en 2023 parce que ça fait la une de l'actualité, mais en fait, pour de vrai, Rome ne s'est pas construite en un jour. Les réseaux de neurones, ça existe depuis les années 60, même 50. Euh, En fait, même quand j'étais tout petit, et qu'il n'y avait pas Internet, quand je voulais apprendre à programmer, j'allais à la librairie m'acheter un Pascalissime, parce qu'à l'époque, on programmait en Pascal, c'était à la mode. Et puis, pour 49 francs, je pouvais tout savoir sur la contre-propagation des réseaux de neurones. Euh, Même en 95, 93, on pouvait déjà faire des réseaux de neurones, mais finalement, ça n'était pas très puissant. Il nous manquait des grosses machines et en fait un petit peu de théorique. Donc vraiment, tout ça en fait est arrivé vraiment à partir des années 2000, où on a Google notamment qui s'est illustré en mettant plusieurs papiers de recherche, notamment pour améliorer tout ce qui était Google Translate. Euh, et puis après avec AlphaGo que vous avez entendu, qui permet de jouer à Go et aux échecs de manière super efficace. Mais en fait, tout après a vraiment est vraiment arrivé avec C'est ça. Après ça a continué. Il y a eu plein de nouvelles évolutions qui ont permis d'avancer dans le domaine des langages modèles et des tâches qui permettent d'appliquer les réseaux de neurones au traitement du langage. Notamment, on a eu Word2Vec, que vous connaissez sans doute, pour embedder des mots dans un espace vectoriel. Ça, c'était en 2013. On a eu les modèles sequence-to-sequence qui permettaient de traiter des chaînes de mots à partir de 2014. Moi, je travaillais chez Sistran, qui est une boîte qui fait de la traduction automatique, pour l'anecdote, dans les années 2010. Et en 2016, on a sorti, un mois après Google, le premier modèle de traduction automatique à base de modèles de neurones profonds, basé sur toutes ces technos-là. Voilà, 2017, l'attention, on va y revenir dessus. Et puis 2018, GPT-1. Alors, c'est quoi un LLM? Et bien, un LLM, c'est d'abord, comme son nom l'indique, un modèle, large language modèle. Et qu'est-ce que c'est un modèle? Quand on parle de modèle ici, on parle de réseau de neurones. Donc, vous êtes sans doute assez familier avec ces concepts-là. Donc, un réseau de neurones, c'est simplement une structure de données qui va permettre de transformer des entrées numériques à l'entrée du réseau en sortie numérique à la sortie du réseau. Et donc, comment on fait ça? Eh ben, pour faire ça, dans chaque neurone, on va trouver une fonction qui est une fonction linéaire qui permet de transformer les entrées avec un certain nombre de paramètres. C'est les W0, W1, W2 qu'on voit ici. Et on ajoute par là-dessus une petite non-linéarité qui est ce qu'on appelle la fonction d'activation. Et donc, on va retrouver cette transformation-là dans tous les nœuds du réseau. Ouais, mais ChatGPT, moi, quand je tape, ça me donne du texte. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, comment on fait pour faire rentrer du texte dans un réseau de neurones? C'est là où les concepts comme Word2Vec ont permis en fait de transformer les mots en vecteurs qu'on peut faire rentrer dans le réseau de neurones. Ce qui a permis d'avoir de belles évolutions dans une certaine catégorie de modèles, qui sont les modèles de traitement du langage naturel, les modèles NLP, Natural Language Processing. Et c'est de cette catégorie-là dont font partie les LLM également. Les LLM, ils sont un peu particuliers là-dedans.
Dans le NLP, on va trouver par exemple des modèles d'analyse de sentiments pour savoir si un avis il est positif ou négatif, un avis sur un film, sur un produit, je ne sais pas. On va avoir les modèles de traduction automatique dont on a parlé un peu avant. On peut avoir aussi des modèles de reconnaissance, par exemple, de l'écriture manuscrite. Voilà, tout ça, c'est des modèles qui vont traiter du langage naturel. Et les LLM sont particuliers là-dedans parce que les LLM, en fait, ils permettent de générer du langage naturel. Et ça, c'est une capacité qui est intéressante parce qu'en fait, elle va permettre de s'appliquer à tout un tas de tâches différentes. Mais alors Arnaud, c'est des modèles, ils traitent du langage, mais il y a aussi le mot large. Eh ben oui, parce que pour arriver à faire du traitement et arriver à faire quelque chose comme ChatGPT, eh ben, une des inventions ou une des améliorations, c'est qu'ils sont énormes, ces modèles. Juste pour vous donner quelques chiffres sur GPT-3, qui est en fait ce qui est derrière ChatGPT, la première version de ChatGPT, c'est 175 milliards de poids ou de paramètres. Donc en fait, sur les réseaux de neurones, on avait une petite flèche entre chaque neurone. Bah, il faut imaginer qu'un réseau de neurones comme ça, il y en a 175 milliards de petites flèches. Pour les entraîner, il faut qu'ils lisent beaucoup. Et ils vont lire en moyenne 250 milliards, enfin ChatGPT-3, pas en moyenne, hein, ChatGPT-3, il a lu 250 milliards de mots pour pouvoir s'entraîner. Ce qui, comparé à un humain dans toute sa vie, aura lu 1 milliard de mots. Et c'est, si vous voulez, Wikipédia, c'est à peine un peu plus. Donc c'est des modèles qui s'entraînent beaucoup et qui donc coûtent cher à entraîner. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose que vous pouvez faire tourner gentiment sur votre machine. Pour entraîner un GPT-3, il faut cramer un petit millier de GPU pendant 15 jours et ça va vous coûter de l'ordre du million de dollars. Et puis ça ne cesse que de s'empirer, on va dire, puisqu'un GPT-4, il faut compter dans la dizaine, voire la centaine de millions de dollars pour l'entraîner. Voilà, donc ces modèles de langue qu'on entraîne sur des milliards, sur des corpus d'entraînement énormes et qui nous coûtent super cher, qu'est-ce qu'ils font? Basiquement, étant donné un début de phrase, le langage modèle, il va nous prédire quel est le mot suivant. Et il va nous donner plusieurs possibilités. Donc là, on a la phrase « Devox, Paris se déroule en avril avec une probabilité de 60%, en France avec une probabilité de 30%, bizarrement en automne avec 4%. » Alors pourquoi en automne? Quelqu'un sait pourquoi? À cause du Covid. Parce que pendant le Covid, Devox a eu lieu en automne, effectivement. Donc voilà, le langage modèle, il prédit les mots avec une certaine probabilité. Le mot suivant. Et donc, en réitérant ce processus-là à partir de ces phrases qu'on augmente au fur et à mesure, on va pouvoir créer des phrases complètes, voilà, comme on le voit là, en prédisant chaque mot les uns à la suite des autres. Et parfois, ça part en vrille, c'est-à-dire que comme le but c'est de prédire le mot suivant avec la meilleure probabilité, s'il faisait à chaque fois toujours ça, il générait toujours le même texte. Donc de temps en temps, il ne prend pas la meilleure probabilité, mais il prend celle juste en dessous. Et de temps en temps, ça commence à faire n'importe quoi. Donc là, je l'ai un peu forcé à lui dire, prends pas la meilleure probabilité, mais prends vraiment la 2 ou la 3e. Et il nous dit, il faudra pas... Devox Paris se déroule en avril, et la prochaine édition est prévue pour novembre 2022, ce qui n'est pas très vrai, mais bon. Mais par contre, pour plus de précision, il convient de vérifier l'énergie réelle sur le site officiel de l'événement. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur le site de Devox pour savoir quel est le niveau d'énergie de Devox. Donc voilà, après cette petite introduction, je vais vous demander d'attacher vos ceintures parce qu'on va aller regarder à l'intérieur comment c'est fait, pour de vrai, et comment ça marche, où est la magie en fait. La magie, en fait, finalement, elle vient d'un papier qui a été édité par Google, et qui introduit une architecture de réseau de neurones qu'on appelle les transformers. S'il y a un seul mot à retenir dans toute cette présentation-là, c'est cette image, c'est ce mot-là, c'est transformers. En gros, ChatGPT et tous les modèles, ils sont tous basés sur les transformers, qui est une architecture de modèles qu'on va voir qui est un peu spécifique. Et en fait, un peu comme l'évolution darwinienne, on va dire, avant les transformers, il y avait plein de façons de faire du NLP et des réseaux de neurones un peu larges. Mais seulement, c'est celle-là qui a gagné. En fait, elle est bien meilleure que tous les autres. Et aujourd'hui, tous les modèles que vous allez voir dans le monde, enfin tous ceux que vous allez voir dans les news, que ce soit Bard, Gemini, GPT, Llama, tous ceux de Mistral, ils sont tous en fait issus des Transformers et des papiers originels de Google.
Donc, alors il y a plusieurs familles, comme on peut voir sur l'arbre. En fait, il y a plusieurs familles. Il y a les décodeurs only, des encodeurs only. Donc, les encodeurs only sont très bien pour faire de la traduction. Les décodeurs only sont très très bien pour générer du texte, comme ChatGPT. Donc là, on va vraiment s'intéresser sur ce talk sur l'architecture des décodeurs only, parce que c'est un peu la plus simple. Donc, elle vous permettra de bien comprendre. Donc, une architecture avec un transformer en décodeur only, qu'est-ce qui se passe? On va lui envoyer une phrase en entrée. On va faire ce qu'on appelle du token et du positional encoding. On va dire, en gros, on va découper la phrase et on va l'encoder avec sa position. On verra ensuite la partie attention, qui est une partie importante du Transformers. Et puis après, on verra feed forward et linear softmax. Mais pour démarrer, on a une phrase et il va falloir la couper en petits bouts. Alors, originalement, on l'a coupée en mots. Le problème des mots, c'est que vous n'allez pas pouvoir générer des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. Typiquement, dataiku, c'est un joli mot, mais il n'existe pas dans le dictionnaire anglais, ni français, ni rien du tout. Pour autant, les modèles vont avoir besoin de générer de tels mots, ou au moins de les rencontrer pour les apprendre. Donc, en fait, on va découper ce qu'on appelle notre phrase, non pas en mots, mais en ce qu'on appelle token, en jetons, qui sont en fait des sous-mots dans le cas de GPT. Donc, il y a un site très sympathique qui s'appelle TickTokenizer, parce que TickToken, c'est la librairie qui est utilisée par OpenAI. Vous pouvez rentrer votre phrase et vous allez voir la façon dont il a découpé votre phrase en jetons. Donc là, par exemple, dataiku recrute des ingénieurs. On voit que dataiku, en fait, il fait 2 jetons, data et iku. Alors, comment on fait ça? En fait, le but, ça va être de construire notre dictionnaire, donc ce qu'on appelle notre vocabulaire. Donc, on va prendre tous les mots, on va entraîner notre modèle avec un corpus de texte extraordinairement large. On va prendre tous les mots et on va compter combien de fois chaque mot apparaît dans le texte d'entraînement. Donc là, j'ai pris un truc très simple. On a rencontré 5 mots. Dataiku, Devox, Data et développeur. Donc Dataiku, on l'a rencontré 3 fois, Devox 5 fois et Data 4 fois. On va commencer par prendre un vocabulaire très simple. On va prendre les lettres. Alors c'est très très bien, sauf que finalement, c'est assez granulaire. Et trop granulaire, en fait, pour ce qu'on va vouloir en faire. Donc c'est trop petit aussi parce qu'on a 26 lettres, et puis c'est trop granulaire, on n'a pas assez de mots. Donc là, typiquement, un chat GPT, il a un vocabulaire de 50 000 mots, et voilà comment il va les construire. En fait, il va essayer de prendre les bouts de mots qui apparaissent le plus souvent, qui sont en commun, et il va les fusionner entre eux. Donc là, on voit que DA, il apparaît dans dataiku et dans data. Chacun a un poids de 3 et de 4. Si on les additionne, ça fait un poids de 7. Donc en fait, je vais prendre... Pour un poids de 7, je peux fusionner 2 mots. À chaque fois, je vais prendre le poids le plus haut. Donc da, ça fait da. Après, en 7, je peux toujours continuer parce que dat, il est toujours dans data et dans taiku. Je peux encore continuer. Et après, la data, j'ai fini. Et iku, il vaut plus que 3, puisque data, il est terminé. Par contre, à 5, j'ai devox, qui commence par dev comme développeur. Donc en fait, pour 6, je peux merger toute la partie dev de devox et développeur. Et je me suis fait un nouveau vocabulaire qui contient un peu plus que mes lettres, avec A, data, dev et toutes des lettres. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir 50 000 tokens. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir envoyer ça dans nos réseaux de neurones. Alors, en fait, pour la suite de la présentation, on va se dire que les tokens, c'est des mots. C'est quand même plus simple. Et donc, en fait, on va prendre le token et on va regarder en fait, à quelle place il est dans le dictionnaire. Donc là, dataiku, par exemple, c'est le 1061e mot du dictionnaire, recrute, c'est le 1421e mot du dictionnaire, etc., etc. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on va transformer nos mots en chiffres. Donc là, on a un seul chiffre par mot, ce qui est sympathique, mais finalement pas très utile pour le modèle de learning, pour lui apprendre, parce que le modèle, il a besoin en fait d'arriver à comprendre le sens des mots. On a besoin de lui inculquer en fait ça. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on appelle en français du plongement ou en anglais de l'embedding. On va essayer de prendre, à la place d'avoir un seul chiffre pour le mot, on va prendre un vecteur de chiffres. C'est-à-dire, on va lui donner plein de chiffres. Dans les modèles type GPT-3, c'était 3 à 400 nombres pour décrire un mot. Dans les derniers modèles, genre GPT-4 ou les Mistral, c'est jusqu'à 4 ou 5000. Donc là, l'idée, c'est de prendre un vecteur et de faire en sorte que 2 mots qui peuvent avoir des sens identiques et des vecteurs qui soient assez proches. Donc là, par exemple, si je me mets juste sur un vecteur à 2 dimensions, donc l'axe des x, l'axe des y, on peut voir qu'une chaise et un pouf, ça sert quand même à s'asseoir. Donc on va se dire que sur l'axe des x, on leur donne la même coordonnée.
Par contre, une table et une chaise, ça a 4 pieds, ça sert quand même à manger. Donc on va se dire que sur l'axe du nombre de pieds et la façon dont tu l'utilises, sur l'axe Y, chaise et table, on va les mettre sur la même ordonnée. Par contre, une table, c'est aussi une table SQL. Donc on va dire que table, colonne et SQL sont aussi proches, donc on va essayer de les mettre aussi également proches ensemble. Par contre, vélo, elle n'a rien à voir avec tout ça, et hop, on le met très très loin. Donc une fois qu'on a ça, on a notre phrase d'entrée, parce que le but à la fin, c'est comme je vous rappelle, c'est quand même lui faire deviner le mot suivant. Donc on a Dataiku recrute des ingénieurs, on a pris notre mot, l'index, on a fait un vecteur, et après, on va pouvoir envoyer ça au réseau de neurones pour lui faire apprendre la suite. Alors c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que nous, humains, quand on voit les mots, en fait, on sait qu'ils sont ordonnés. On sait que Dataiku, dans la phrase Dataiku recrute des ingénieurs, Dataiku, c'est le premier mot de la phrase. Donc il faut aussi envoyer ça au réseau de neurones pour lui donner cette information-là. Alors comment on va faire? En fait, on va rajouter à notre vecteur des coordonnées qui correspondent en fait à sa position dans la phrase. Donc là, pour la position 0, pour trouver les positions, on va prendre des courbes. Donc, en fonction du nombre de coordonnées qu'on a dans notre vecteur, on va avoir plus ou moins besoin de plus ou moins de courbes. En gros, on a besoin d'une courbe par coordonnée. Donc, pour la première coordonnée, je vais prendre cosinus x. Pour la deuxième coordonnée, je vais prendre sinus x. Et puis après, je vais répéter ça. Pour la troisième coordonnée, je vais prendre cosinus de x sur 2. La quatrième, je vais prendre sinus de x sur 2. Et puis après, je continue. Cosinus de x sur 4, etc., etc. Ce qui me permet d'avoir après, à la fin, un chiffre unique pour chacune des positions. Donc là, si je prends la position 1, je prends le premier mot de la phrase, je vais regarder en 0. Je vais trouver 1, 0 et 1, qui est en fait la valeur de mon cosinus, de mon sinus et de mon cosinus x sur 2 sur x des 0. Et en fait, c'est comme ça que je vais dire que en fait, je ne vais pas coder juste le mot dataiku, je vais coder le mot dataiku en tant que premier mot de la phrase. Si je prends recrute, là, je vais prendre mon mot recrute, mais je vais lui dire que c'est le deuxième mot de la phrase, donc je vais lui rajouter les coefficients 0,5, 0,8 et 0,9, qui correspondent aux valeurs de ces courbes sur l'axe d'abscisse égale 1. Pareil pour day, troisième position, pareil pour ingénieur quand je passe en quatrième position. Et donc à la fin, j'ai pris pour chaque mot, j'ai son vecteur de description du mot, en fait, de son sens, plus sa position, et ça me donne ce qu'on appelle le positional encoding. Et c'est ça qu'on va pouvoir envoyer à la couche suivante, qui s'appelle la couche du décodeur. Donc le décodeur, en fait, c'est 4 couches qu'on va répéter 12 fois. Alors pourquoi 12 ? C'est assez empirique, c'est que si on en met 11, ça marche vachement moins bien. Si on en met 13, ça marche pas beaucoup mieux. Si on en met 14, ça marche pas beaucoup mieux. Et finalement, vu que ça coûte assez cher à entraîner un modèle, autant le faire 12 fois si quand on le fait 13 ou 14 fois, ça marche pas beaucoup mieux. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup de papiers scientifiques qui vont dire pourquoi c'est 12, mais empiriquement, on a vu que ça marchait bien. Donc on a maintenant nos mots qui sont encodés, et bien maintenant il va falloir comprendre un peu la phrase. Donc pour arriver à entraîner le modèle, de manière à ce qu'il comprenne les phrases, nous en tant qu'humains, on a bien compris que les mots ils sont dans un ordre, mais après ils ont un certain sens, mais après ils vont aussi avoir un sens qui va se différencier en fonction de comment ils sont placés dans la phrase et surtout dans quelle phrase ils sont, et comment ils interagissent les uns aux autres. Donc la couche suivante, c'est ce qu'on appelle mask self-attention. C'est une couche où en fait on va essayer de trouver la liaison qu'il y a à l'intérieur de la phrase entre les mots. Comment ils se rapportent l'un à l'autre. Alors, par définition, on va dire qu'un mot se rapporte vraiment, vraiment beaucoup à lui-même. Donc Dataiku, on va dire qu'il se rapporte beaucoup à lui-même. Et après, on va regarder comment Dataiku se rapporte à recrute. En l'occurrence, nous, en tant qu'humains, on sait qu'il pas mal parce que quand même, il y a un, c'est le sujet, l'autre, c'est le verbe. Pareil, on va entraîner le modèle à regarder comment Dataiku et recrute ils sont liés avec le mot day et après avec le mot ingénieur. Alors vous voyez qu'on le fait juste sur le début de la phrase, c'est-à-dire qu'on ignore tous les mots qui sont après, le mot courant, parce que comme nous, le but c'est de faire deviner le mot suivant, il faut qu'on lui apprenne à ne pas connaître la suite de la phrase, parce que c'est ce qu'on va lui faire deviner. Donc à la fin, on a Dataiku qui recrute des ingénieurs, qui aime apprendre, et voilà.
Comme ça, on va prendre le mot apprendre. Par contre, lui, il aura vu tous les autres mots de la phrase, parce que dans son contexte, il a en fait tous les autres mots de la phrase, ce qui est super important en allemand quand le verbe il est placé à la fin de la phrase. Alors, comment on fait ça mathématiquement? Eh ben, on va prendre ce qu'on appelle, vous verrez si vous pouvez regarder les papiers, on va prendre notre entrée, donc qui est notre mot avec sa position, et on va le dupliquer 3 fois. On va un qu'on va appeler query, l'autre qu'on va appeler key, et l'autre qu'on va appeler value. Et on va prendre query et key, on va les multiplier entre eux, et en fait, ça va faire un tableau à double entrée avec les mots eux-mêmes. Et en fait, en entraînement, donc là, je vous ai mis le résultat du réseau de neurones une fois qu'il a été entraîné. On va voir que Dataiku, il a un coefficient de 0,4 avec lui-même et tout le reste de la ligne c'est 0, parce que c'est lui qui se rapporte le plus à lui-même. Après recrute, on voit que recrute se rapporte beaucoup à lui-même, mais que finalement un petit peu à Dataiku. Et à la fin, on va voir que par exemple, ceux qui aiment, c'est principalement qui et ingénieur, et pas du tout Dataiku recrute des. Ce qui fait qu'en finalement, le modèle a un peu plus ou moins compris la phrase, qui est que ceux qui aiment apprendre, en l'occurrence ceux qui aiment, ce sont les ingénieurs et pas du tout Dataiku. Donc c'est comme ça qu'il apprend en fait à le sens vraiment profond de la phrase. Donc après, mathématiquement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette jolie matrice? On va la multiplier par l'entrée et on va appeler ça l'attention. Donc l'attention, en fait, c'est la manière dont les mots se rapprochent les uns aux autres. On peut voir ça également en tant qu'informaticien comme une grosse hash-table. À la fin, c'est ingénieur, à quoi tu me fais penser? Grosso modo, c'est quand je te donne le mot ingénieur, à quoi tu penses? Et en fait, c'est toutes les entrées de la hash-table pour le mot ingénieur. Ingénieur, ça me fait penser à qui, ça me fait penser à M, ça me fait penser à Devox. Et donc c'est comme ça qu'après, il construit une compréhension profonde en fait, du mot ingénieur. Dernière couche qu'on va voir un petit peu, c'est ce qu'on appelle le feed-forward. Donc feed-forward, c'est juste une couche qui sert à faire véhiculer l'information. En fait, ça améliore le modèle. Il faudrait le voir, par exemple, parce que les gens du premier rang, imagine que quelqu'un au premier rang veuille passer un message à quelqu'un qui est au dernier rang. Et la façon de le faire, ça va être, au premier rang, il va passer le message au deuxième rang, qui va le passer au troisième rang, etc. En fait, c'est comme ça que le message va passer. Et en passant, il va être légèrement déformé par chacune des rangées. C'est un petit peu le téléphone arabe, mais c'est ce qui permet d'avoir un réseau qui va apprendre plus efficacement. Un dernier mot sur la dénormalisation. En fait, à chaque couche de neurones, on va enrichir, mais sans masquer l'information du niveau d'en dessous. Vous voyez des flèches qui, à chaque fois, font la bifurcation. Ça permet en fait à ce qu'à chaque fois, à chaque couche de niveau, on enrichit le modèle avec tout ce qu'on a appris, sans masquer tout ce qu'on a appris à l'étage d'avant. Une fois qu'on a fait tout ça, il va falloir l'entraîner. Alors comment ça s'entraîne? Ça s'entraîne comme un réseau de neurones. Pour entraîner un modèle, il lui faut des entrées. On va lui donner quelque chose en entrée. On va lui demander de prédire quelque chose, en l'occurrence le mot suivant. Et on doit avoir une vraie valeur pour savoir si il a bien prédit ou pas. S'il a bien prédit, on va lui dire très très bien, on va renforcer la couche de neurones qui a amené la prédiction. Et s'il a mal prédit, on va lui dire très mal, et on va essayer de diminuer la couche de neurones, enfin les poids, qui ont amené cette mauvaise prédiction. Alors pour entraîner, il faut des données. La question c'est où est-ce qu'on va chercher des données? Partout, Wikipédia pour commencer. On veut faire deviner un mot, on veut entraîner un réseau de neurones à deviner le mot suivant. On prend une phrase et on lui dit voici le mot Dataiku, tu dois connaître le mot suivant qui est tu dois deviner le mot qui est. Si je te donne Dataiku est, tu dois me deviner le mot une. Si je te donne le mot Dataiku est une, tu dois me deviner le mot société, etc., etc., etc. Et en fait, juste avec une phrase de Wikipédia, on peut déjà lui donner vu le nombre de mots de la phrase, on peut lui donner 50. On va devoir l'entraîner avec 50 fois avec ça. On peut déjà l'entraîner 50 fois avec ça. Et on va l'entraîner sur tout Wikipédia, tout Reddit, voilà, tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Donc finalement, tout ce que nous, êtres humains, postons sur les réseaux, ça sert à la fin à entraîner ces modèles finalement à comprendre le langage et à pouvoir le faire.
Donc une fois qu'on a fait ça, on a un modèle qui s'appelle le GPT, en fait, c'est le modèle pré-entraîné. Il est très très bien à compléter des phrases, mais il n'est pas encore du tout bon à pouvoir répondre aux questions. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle une phase de fine-tuning, qui va être, en fait, on va lui donner des instructions un peu plus... on va lui donner d'autres données d'entraînement, pas juste les phrases de Wikipédia, mais en fait, des questions et des réponses. On va lui dire, bah voilà, si la question est « Qu'est-ce que Devoxx ?» bah, la réponse, c'est « Devoxx est une conférence ». Ce qui fait qu'après, quand vous poserez la question « Qu'est-ce que Devoxx ?» le chat GPT, il mettra question devant, il mettra réponse derrière, et il essaiera de générer la suite à partir de Devoxx. Donc ça, c'est super bien, mais c'est hyper consommateur en humain, parce que ça, il nous faut des humains pour le faire, pour créer toutes les questions et toutes les réponses. Donc une autre façon de le faire, c'est de commencer à entraîner notre modèle avec quelques dizaines de millions de questions-réponses. Donc là-dessus, généralement, on demande à des gens pas très bien payés de le faire. Et après, on va entraîner un modèle. On va prendre notre modèle et au lieu de lui demander de générer du texte, on va lui demander de générer une question et 3-4 réponses. Et on va demander à un humain de dire quelle est la meilleure des réponses là-dessus. Et en faisant ça, en fait, on va entraîner le modèle à avoir un comportement qui est plus acceptable, plus proche de ce qu'on veut. Et c'est comme ça que finalement, on va entraîner le modèle à dire quand il ne sait pas, à jamais dire de gros mots, etc. etc. Et donc, à la fin, il nous faut toujours un humain pour dire A, B ou C, quand même. Donc, pour se passer des humains, à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un autre réseau de neurones qui va jouer avec le réseau principal et qui va en fait, essayer de le récompenser. C'est-à-dire que quand le réseau principal il dira ABC, tu as un réseau de récompense qui va lui dire qu'il fallait choisir C, et après on pourrait entraîner le modèle. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé par feedback humain. Merci Arnaud. Donc c'est très bien, Arnaud, il nous a démontré que ces LLM, ils sont super forts. ChatGPT, c'est super bien. Mais malgré tout, il y a quand même un certain nombre de challenges, comme on l'a vu voir, un certain nombre de problèmes avec les LLM tout seuls. Et on va voir qu'on peut les booster un peu, les mettre sous stéroïdes avec certaines approches. Notamment, là, je vais vous décrire un peu les approches de RAG. Alors, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer? D'abord, un des premiers problèmes, c'est qu'un LLM, il est entraîné à un certain moment dans le temps, et donc il a vu des textes qui étaient disponibles à cette date-là, à la date de l'entraînement. Et donc, il n'a pas accès à des connaissances qui ont été créées après. Et ça, ça peut être un problème, et ça peut poser quelques problématiques. Par exemple, là, je demande à ChatGPT 3.5, qui a été entraîné, je ne sais plus, 2022, quelque chose comme ça, quand est-ce qu'aura lieu Devoxx Paris cette année? Et donc, il me répond avec 2022, parce que pour lui, cette année, c'est 2022. En revanche, c'était pas du 27 au 29 avril, il me semble, en 2022. C'était en février, merci le Covid. Voilà, donc il s'est planté. Un autre exemple ici, donc quand est-ce qu'aura lieu Devoxx non, donc soit il se plante, c'est GPT 3.5, soit on a GPT 4 ici, qui nous dit juste que il ne peut pas savoir parce qu'il n'a pas de données en temps réel. Et donc, il a quand même compris que je lui posais la question pour cette année et que cette année, c'était la mienne et ce n'était pas la sienne. Et que donc, il ne pouvait pas répondre pour moi. Un autre problème qu'on va pouvoir rencontrer, c'est quand on va vouloir poser des questions sur des connaissances qui n'étaient pas accessibles dans le corpus d'entraînement du LLM. Typiquement, il y a plein de connaissances qui ne sont pas publiques et sur lesquelles les LLM n'ont pas pu être entraînés. Par exemple, je pourrais demander qu'est-ce que Arnaud Pichery a fait durant sa carrière professionnelle. C'est des données qui ne sont pas publiques, les données LinkedIn. Et il se trouve que là, ChatGPT 3.5 m'explique que en fait, tu es directeur adjoint chez Doctolib. Eh oui. Imposture. Imposture. Donc non, je crois que c'est faux. Je bosse avec toi à peu près tous les jours. Je sais que c'est faux. J'ai demandé la même chose pour moi. Qu'est-ce que je faisais en août 2001? Et il se trouve que j'étais gardien de foot dans l'équipe du FC Tours. Bon, j'ai jamais fait de foot de ma vie. C'est pas mon trip. C'est faux. Hallucination. Donc, hallucination complète, effectivement. Donc ça, c'est un des problèmes des LLM. Ils hallucinent. Et alors, parfois, ils hallucinent même
quand pourtant il pourrait avoir accès à l'information. On a un exemple ici au moment de la sortie de Bard, l'assistant de Google, où quelqu'un lui a demandé quelles étaient les dernières découvertes du James Webb Space Telescope et comment les raconter à un enfant de 9 ans. Donc il nous sort un certain nombre de découvertes. Les 2 premiers sont plutôt vrais. La troisième, en revanche, où il nous explique que le James Webb Telescope a pris les premières photos d'une planète en dehors du système solaire, eh ben c'est faux. C'est pas le James Webb Telescope qui a fait les premières photos, c'est un autre, ça a été fait longtemps avant, en 2004. Donc voilà, il nous a halluciné une réponse qui est fausse, et ça, c'est un problème. Quand on veut avoir un assistant qui soit capable de répondre à des questions, on aimerait qu'il nous réponde la vérité. Donc comment on fait dans ces cas-là? Eh ben, c'est là que RAG, les approches de RAG, arrivent à la rescousse. Alors juste un petit rappel, quand on veut interagir avec un assistant, ça se passe comme ça. On va poser notre question, ça va générer un prompt. Alors, on peut modifier un peu la question pour la rendre plus acceptable pour l'AM ou plus efficace. Donc c'est ce qu'on appelle le prompt. On envoie ça au large language model et il nous renvoie une réponse avec les connaissances sur lesquelles il avait été entraîné au moment de son entraînement. Et donc l'approche à base de RAG, ça va consister à rajouter là-dessus une base de connaissances qui soit, elle, plus à jour et qui permette de répondre plus précisément aux questions. Donc on va avoir différentes phases là-dedans. On va avoir la phase de retrieval, où à partir de la question de l'utilisateur, on va aller chercher dans une base de connaissances. Par exemple, si on reprend le cas de la carrière d'Arnaud Pichery, donc l'utilisateur va demander quelle est la carrière, qu'est-ce que Arnaud Pichery a fait durant sa carrière. On va pouvoir aller chercher dans la base de données LinkedIn, on va récupérer le profil LinkedIn d'Arnaud et on va y voir ses différentes expériences. On va récupérer ça, on va le mettre dans le prompt, c'est la partie augmentation du prompt, le A dans RAG. Donc on va prendre la question de l'utilisateur, on va rajouter le contexte qu'on a trouvé dans la base de connaissances et on va dire au LLM, à partir de cette base de connaissances, réponds à la question de l'utilisateur. Et donc le LLM va nous générer une réponse, et donc ça c'est la partie génération, une réponse qu'on espère évidemment meilleure. Donc Retrieval Augmented Generation, c'est ça les approches de RAG. Au niveau du Retrieval, on va trouver, alors il y a tout un tas d'optimisation possible, mais au départ, sur l'aspect Retrieval, on a utilisé des approches normales de recherche pour rechercher dans une base de connaissances, à base de, je ne sais pas si vous connaissez BM25, enfin des trucs qui sont utilisés dans les outils de recherche. Et puis après, on s'est aperçu que c'était quand même mieux de pouvoir faire une recherche sémantique, trouver des éléments dans la base de connaissances qui se rapprochent sémantiquement de la question de l'utilisateur. Donc on s'est mis à utiliser plutôt des embeddings. Donc on embed. On fait des embeddings, on calcule les embeddings sur l'ensemble des documents qui sont dans la base de connaissances. On calcule l'embedding de la question de l'utilisateur et on fait des calculs de distance dans l'espace des embeddings pour récupérer les documents les plus pertinents. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc ça, c'est l'approche, on pourrait dire RAG naïve, donc c'est celle qui est arrivée en premier, qui permet donc, à partir d'un LLM dont les connaissances sont freeze, sont gelées, de rajouter une base de connaissances qui va pouvoir apporter des données plus à jour. Après, quand on regarde un peu les papiers de recherche, on peut classifier un petit peu les différents paradigmes qu'on voit apparaître au fur et à mesure. Donc la première, c'était évidemment le paradigme de Naive RAG. On parle aussi d'Advanced RAG. Dans Advanced RAG, on va chercher à optimiser ce qui se passe autour du retrieval. Donc soit avant, soit après. Avant, on va pouvoir par exemple chercher à faire ce qu'on appelle du query routing. Quand on a plusieurs bases de connaissances disponibles, on va essayer de router la question de l'utilisateur vers la bonne source de connaissances. On va pouvoir faire ce qu'on appelle du query rewriting ou query expansion. On va retravailler la question de l'utilisateur pour qu'elle soit plus efficace pour la recherche de documents similaires. Et dans le post-retrieval, on va avoir des concepts comme le re-ranking. On va chercher à ranker les résultats de la recherche différemment. Donc mettre en premier ceux qui sont les plus pertinents pour le LLM. On va chercher potentiellement à résumer les résultats de la recherche. On va chercher à fusionner plusieurs résultats de recherche. Tout ça pour aider le LLM à utiliser les connaissances qui sont dans la base de connaissances.
Mais malgré tout, on utilise toujours, dans cette approche Advanced RAG, on a toujours cette approche un peu séquentielle où on pose une question, on recherche et on donne une réponse à l'utilisateur. Une approche un peu figée, un peu voilà, séquentielle. Et donc il y a des nouveaux papiers dans le monde académique qui sortent aujourd'hui, qu'on pourrait classer plutôt dans ce qu'on appelle modular RAG. Donc modular RAG, on va avoir des approches où on a différents modules avec des tâches spécifiques dans le process. Donc un module pour le retrieve, un module pour read-write, re-rank, etc. Vous voyez tous les modules qui sont là. Et donc on va pouvoir chercher à optimiser chacun des modules, à les agencer différemment. Et dans ce paradigme-là, en fait, ça va nous permettre aussi d'avoir une approche différente sur l'interaction avec l'utilisateur. On va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'interactive retrieval ou de l'adaptive retrieval. L'utilisateur va pouvoir poser une question, on va pouvoir lui présenter des résultats, et puis on va pouvoir chercher à raffiner un petit peu ces résultats en raffinant aussi le besoin de l'utilisateur. Voilà un petit peu un panorama de ce qui se passe autour de RAG aujourd'hui dans le monde de la recherche. Et pour vous donner un panorama aussi de comment RAG se place dans les différents cas d'usage, donc RAG aujourd'hui c'est bien adapté quand vous avez besoin d'une connaissance qui soit à jour, que vous avez besoin d'utiliser des connaissances externes qui ne sont pas disponibles publiquement. Mais tout ça, ça arrive dans un contexte où on a aussi envie d'adapter notre LLM à une tâche particulière pour répondre à certains types de questions ou pour répondre d'une certaine manière. Donc sur ces approches où on a besoin de beaucoup d'adaptation, on va plutôt penser au fine-tuning dont nous a parlé Arnaud auparavant, où on avait fine-tuné GPT pour devenir ChatGPT, on l'avait fine-tuné sur des corpus de questions-réponses. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus on cherche à optimiser les méthodes de RAG, plus on va se rapprocher en fait des concepts de fine-tuning. Aujourd'hui, on a plein de papiers de recherche qui visent à faire un fine-tuning soit du retriever, soit de la génération, soit même des fine-tuning qui cherchent à fine-tuner de manière globale le système, en incluant le retriever dans la phase d'entraînement du langage modèle. Donc voilà, c'est intéressant de voir que en fait, des méthodes qu'on oppose un petit peu de temps en temps, RAG et fine-tuning, ont tendance en fait à se rapprocher. Une autre évolution qu'on voit dans le monde de la recherche, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le multimodal RAG, où on va chercher en fait à utiliser d'autres types de données. Donc là, j'en ai mis qu'un, il s'agit d'images ici. Donc on a un modèle de génération d'images. Et donc ces modèles de génération d'images, Arnaud va nous l'expliquer un petit peu plus après, mais ils sont entraînés un petit peu comme les LLM sur des grandes quantités d'images. Et du coup, eux aussi, ils ont une connaissance qui est datée. Si on demande de générer une tour Eiffel, ils vont générer la tour Eiffel telle qu'on la voit. Mais si demain on repeint la tour Eiffel en vert fluo, il ne saura pas nous le générer parce qu'il n'aura jamais vu une tour Eiffel en vert fluo. Et donc voilà, on peut appliquer des méthodes un peu similaires à RAG sur aussi ce genre de cas d'usage autour de la génération d'images. Et je vais laisser Arnaud nous expliquer comment ça marche, ces modèles de génération d'images. Oui, parce que pour faire une jolie présentation en Devox, il faut des jolies images. Alors jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi je dessinais tout à la main, mais finalement c'est quand même vachement plus efficace si c'est une machine qui me fait mes moutes oiseaux. Alors pourquoi un moute oiseau? Parce qu'à Dataiku on a des oiseaux. Notre logo c'est un oiseau et puis le petit prince lui voulait dessiner des moutons. Alors comment on fait pour générer des images avec un joli modèle? Donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, on utilisait ce qu'on appelle des GAN, des Generative Adversarial Network. En gros, c'est deux réseaux de neurones qui vont devoir se battre pour arriver à générer une image. Donc pour générer par exemple une image, on a un site web qui s'appelle This Beach Does Not Exist. Donc ça vous fait des jolies images de plage qui n'existent pas. Comment on fait? En fait, il nous faut une bibliothèque d'images avec plein de plages. Et on va en tirer une au hasard et on va la donner à un réseau de neurones qu'on appelle le discriminateur avec une autre image et on va lui demander entre cette autre image et l'image que je te présente, laquelle est la vraie. En gros, il y en a une qui est une vraie et une qui est fausse. Évidemment, celle qu'on a tirée de la bibliothèque d'images, c'est la vraie. Et donc, il nous faut un autre réseau de neurones, un générateur, qui lui va générer des images de plage. Et donc, à la fin, on va les mettre en concurrence, on va les faire se battre l'un contre l'autre.
Le générateur, il doit générer une plage qui est la plus réaliste possible, et le discriminateur, il doit réussir à savoir laquelle des deux plages, entre la vraie et celle qui a été générée, est la bonne. Si à la fin le discriminateur il a tort, ça veut dire qu'il faut améliorer le discriminateur. On va donc l'entraîner à lui dire non, mais en fait tu t'es planté, la bonne image c'était celle-là. Inversement, si le discriminateur il arrive à savoir quelle était la bonne, en fait c'est que le générateur il a mal fait son boulot et on va dire au générateur continue à t'entraîner parce que tu ne sais pas encore faire des jolies plages. Donc ça c'est très bien, mais ça nous permet juste de générer en fait une image qui correspond à un mot. Plage, visage, moto, voiture. Donc ça c'est très bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est générer une image avec une phrase. Un truc vraiment plus efficace. Donc pour ça, en fait, il nous faut une banque d'images avec pour chaque image une phrase. Typiquement, si je veux une voiture verte qui est accidentée dans un ravin, je veux une image qui ressemble à ça, en fait. Et pour faire ça, en fait, autant c'est très facile d'avoir des milliards des millions d'images de plage, autant avoir des millions et des milliards d'images avec lesquelles il y a la légende qui est vraie, c'est vachement difficile. Donc ça demanderait un effort considérable à des êtres humains d'arriver à le faire. Donc en fait, on a réussi à générer des images à partir du texte, le jour où en fait on a réussi à générer le texte à partir des images. Donc, en gros, OpenAI a sorti un truc qui s'appelle Clip dans les années 2014, où en fait on a réussi à arriver au niveau où on peut prendre une image et on arrive à lui faire générer la caption, donc en fait le label de l'image. Une fois qu'on a ça, finalement on a gagné parce qu'on a la source de données qu'il nous faut pour générer des images. Alors, une fois qu'on a la source de données pour générer tout ça, il nous faut encore un petit algorithme. Donc l'algorithme, ça s'appelle l'algorithme de diffusion. C'est ce qui est utilisé par Stable Diffusion, Midjourney et DALL-E. C'est un algorithme qui, en fait, bêtement, ne sait faire que débruiter une image. Donc en fait, on lui dit, voilà une grenouille avec du bruit sur l'image. Hop, débruite-la moi. Un petit peu comme dans toutes les séries américaines, où ils arrivent à voir des trucs qu'on n'arrive pas à voir, juste en débruitant une image. En fait, si on répète le process, on va lui donner une image de grenouille qui commence à être vraiment très bruitée, on lui dit débruite-la moi un petit peu. Puis après, on peut faire cette image, on peut encore la débruiter, etc. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe si, à la fin, on lui donne que du bruit? On lui dit voilà qu'il n'y a que du bruit, et ça, c'est une grenouille sur une branche. Débruite-moi l'image. Et bien en fait, c'est exactement comme ça que marche le truc. Donc comment il marche en fait? On va lui donner une image de grenouille avec une image de grenouille. On prend une image de grenouille, on met 20% de bruit sur cette image de grenouille. On va lui dire ça c'est une grenouille sur une branche, il y a 20% de bruit, et en fait, trouve-moi le bruit qui est dans cette image. Et en fait, c'est ça qui va faire le réseau neurone, c'est qu'il va trouver le bruit qui est dans l'image. Il ne va pas débruiter l'image, il va trouver le bruit de l'image. Alors pourquoi on ne débruite pas? Parce qu'en fait, trouver le bruit, c'est plus efficace, c'est plus stable, et c'est moins computing intensive que d'aller directement débruiter l'image. Mais quand on a calculé le bruit de l'image, en fait, on a gagné parce que si on la soustrait à l'image d'origine, on a en fait l'image, on a l'image qui est débruitée. Et donc c'est comme ça qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer un réseau de neurones, on va lui prendre une image qui est en fait 100% random, c'est du bruit. On va dire ça c'est une grenouille sur une branche, si je t'assure. Mais par contre il y a 100% de bruit. Donc essaie de me trouver le bruit qui est en fait dans cette image. Donc il va trouver du bruit, forcément ça va pas être génial, hein. Et il va nous donner une image qui n'est pas terrible, mais en fait ça ressemble plus ou moins peut-être à une grenouille. Donc on va prendre ça, on va rajouter 90% de bruit dans cette image, et on va lui dire ça maintenant, c'est une image où il y a 90% de bruit. C'est toujours une grenouille sur une branche, trouve-moi le bruit qui est là-dedans. Et on continue. Hop, on va lui dire maintenant c'est 80% de bruit, et au fur et à mesure, l'image elle va apparaître. Et c'est comme ça que ça marche, c'est juste magique. Alors c'est magique, mais ça ne va pas vous donner des jolies images comme ça. Pour vous arriver à vous donner des images comme ça, il y a un breakthrough, un truc qui fait vraiment marcher le truc. C'est qu'en fait, on va amplifier le signal qui vient de la phrase. Donc pour faire ça, en fait, on va demander au réseau de neurones avec la phrase, on va lui donner la grenouille bruitée, lui dire du bruit avec la phrase, ça va nous gérer du bruit. On va faire la même chose, mais en masquant la phrase. Il va aussi nous trouver du bruit. Et en fait, après, on va comparer les deux bruits, et partout où on voit qu'il y en a un qui est différent de l'autre, on va amplifier la différence. En fait, ça va forcer le réseau de neurones à aller vraiment écouter ce qu'on lui dit que c'est une grenouille sur une branche. Et c'est ça qui fait que ça va vraiment marcher et que ça nous donne ces images qui sont extraordinaires.
comme cette grenouille sur une branche. Et ben voilà, je vous remercie, c'est tout ce qu'on avait à vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu démystifié. Puis si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir sur le stand de Dataiku. Ou à la fin de la salle. Merci beaucoup. Merci.